est-ce que l'artiste est encore propriétaire de sa création, finalement? Ben, on pourrait répondre simplement en donnant l'exemple de la musique. Est-ce que Mozart est toujours propriétaire des partitions qu'il a écrites, ou est-ce que ce sont ses interprètes qui en sont les propriétaires? La réponse elle est claire, c'est toujours Mozart, mais les œuvres doivent être interprétées. Et Martuerie était quelqu'un qui refusait les protocoles dirigistes et qui partait du principe que les œuvres devaient être toujours réinterprétées comme des partitions plastiques en fonction de l'architecture disponible. C'est des choix qui, voilà, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en muséologie des médias variables. Le commissaire devient un interprète au sens musical du terme, et l'interprétation fait l'objet d'une appréciation distincte de l'œuvre. Et je pense qu'une grande œuvre comme celle de Martuerie, elle n'a pas tellement à souffrir de mauvaises interprétations, ça ne les remet pas en cause, sa qualité elle est là, l'interprète sera peut-être moyen, mais l'œuvre elle est toujours là. Et donc il n'y a pas de trahison? Moi j'ai pas du tout le sentiment parce que... Traduttore, traditore. Oui, mais tout dépend de l'artiste. Il y en a qui sont rigoristes et qui mettent des protocoles. Marthe, elle n'en mettait pas. Elle faisait le choix de la liberté, qui est aussi celui de la responsabilité. Et je pense que c'est beaucoup plus difficile. J'ai prêté cette œuvre pour des expositions à l'étranger et les gens appelaient au secours en disant comment le monde... Ah mais assumez, vous êtes libre, donc vous êtes responsable. Mais c'est peut-être ça le drame de la démocratie, c'est le fait de devoir être libre et donc d'assumer les responsabilités inhérentes à la liberté. Mais je pense que c'est aussi ce qui fait la richesse de la démocratie. Donc il n'y a pas un work in process. C'est-à-dire que tu pourrais à la limite prendre cette couleur et dans le cours de l'exposition l'agencer. Non, parce que cette pièce-là est un élément autonome qui ne fait pas partie de la série ouverte Calais. La série ouverte Calais, elle a été arrêtée chez nous malheureusement par le décès de Marthe à 21 tableaux. Ah, d'accord. Mais peut-être quelques pièces de cette gamme chromatique-là qui existent encore pourraient être rajoutées pour une autre exposition. Hein. C'est ça, donc il y a des variantes possibles. Il y a des variantes, de toute façon, chez Martuerie, il n'y a jamais de règles arrêtées. L'œuvre est un processus vital et lui mettre des règles, c'est un moment la contraindre inutilement. Et donc, elle est toujours dans un processus de vie. C'est beau, ça. Mais c'est vrai. Et c'est pas difficile d'accrocher des grandes œuvres, hein. Elles tiennent toutes seules. Hein. Franchement. Maintenant, vous allez l'interpréter. À vous, au travail. Et ils l'ont fait très bien. Donc là, tu as fait confiance à tes stagiaires et ça, oui, ça fonctionne. C'est une partition musicale, une partition plastique aussi. Et je leur ai dit, à vous à interpréter ça pour que ça tienne la route face à ça. Et c'est eux qui ont choisi l'agencement, ils ont fait ça très bien. Je trouve que leur interprétation est remarquable. Qu'est-ce qui rend contemporain le travail de Marthe? C'est justement cette... Je pense qu'il reste contemporain et c'est assez impressionnant dans une expo comme ça de se balader et de ne pas regarder les cartels et d'essayer de dater quand on ne connaît pas l'œuvre de Martuerie. Et Sébastien Bisset passait et il m'a dit « mais si je ne regarde pas les cartels, je suis incapable de dire de quand ça date ». Parce que franchement, un artiste contemporain pourrait faire ça aujourd'hui. Par peut-être la période géométrique qui est un peu plus datée, mais pour le restant, tout est tout à fait d'époque aujourd'hui. Mais c'est ça que c'est une très grande artiste. Rappelez-moi un peu votre nom. Moi-même Victor. Mais vous avez eu la chance, Victor, de pratiquer la couleur de Marthe. Comment ça se passait dans l'atelier? Qui était assez vaste et il y avait sur des tréteaux des grands bacs plats, comme
10 cm, 12 cm de hauteur, parfaitement plat, en plastique pour moi, hein, en PVC. Elle y étalait une pellicule de peinture. La pellicule de peinture, on prenait le panneau à deux quand il était fort grand et on le descendait simultanément dans la pellicule de peinture. Ce qu'il fallait absolument faire après, c'était bien synchroniser pour retirer ensemble le panneau et le coller au mur pour qu'il puisse sécher sans avoir de dégoulinade et de traces de peinture. La goutte, la trace dedans. Donc il était la poutre à peinture et le relief qu'on a, c'est parce qu'on l'a enlevé. Ça n'a pas été peint directement. C'est comme si tu collais sur ton papier et le retirais. Sauf qu'ici, c'est des panneaux en aluminium, mais on voit d'ailleurs les renforts à certains. Est-ce qu'on voit les traces de doigts des... Normalement non, parce qu'on les prenait par les renforts qui étaient collés derrière. Voilà. Sur celui-là, les panneaux étaient soutenus à l'arrière. Oui, et tenus rigides, oui, déjà par un profilé. Donc on prenait par le profilé, mais il fallait quand même être délicat parce que ça colle un peu dans la peinture. Donc il faut tirer en même temps, ou sinon tout de suite il y a glissé. Tu ne peux pas le retirer en pied d'un côté. Il faut parfaitement. Donc c'est le temps, le temps de la peinture dans la peinture qui fait qu'on a l'effet et qu'on ne voit pas de traces de peinture, tu ne vois pas de traces de pinceau dedans et que tu vois se dégrader suivant ce qu'il y avait comme fond de peinture qu'elle avait mis, qui était une pellicule dans le bac. Et il y avait des bacs éventuellement de différentes teintes. Et tous ces nuages qu'on voit ici, ces espèces de petits nuages, c'était des résidus de sa peinture, mais elle a pu faire d'un côté une complète d'une teinte, refaire une teinte dans un autre bac, ne pas avoir étalé par exemple au rouleau avant, dans le fond, de la peinture partout, pour avoir une différence, ou ne pas presser de la même façon partout. Voilà. Est-ce qu'elle était maniaque? Ou elle se satisfaisait vite? Non, précise. Pas ta maniaquerie, mais de prendre le temps et d'avoir le geste. C'est ça. Ou sinon, c'était marque de doigt éventuellement, mais c'est derrière, pas devant, il n'en faut pas. Sinon, elle aurait été, je suppose, très très fâchée. C'est sa couleur préférée, c'était le rouge, je pense. Elle en a quand même fait beaucoup de rouge et éventuellement dans les verts ou dans les bleus, mais étonnamment, ici, la gamme est relativement réduite. Qu'est-ce que tu penses de cet assemblage ici? Cette expo est très bien accrochée par rapport à ce qu'elle aimait bien. Hein? Un peu là dans le style de ce qui avait été accroché de sa rétrospective au musée à Tournai, qui était quand même dans un bâtiment sortant. Hein? À Tournai, c'est quand même pas mal. C'était quand même une femme très très précise, parce que quand tu regardes les autres tableaux, elle a quand même toute une préparation pour arriver à ces monochromes différents, où il y a la texture, ce qui était dans le bac de peinture, qui fait que. Mais il n'y a pas de traces, ni de rouleau, ni de pinceau, c'est fait d'une autre technique. C'est pas une peinture directe, si je puis dire comme ça. Sauf le tableau en roux, là où on voit qu'elle l'a raclé pour le fond. Merci Victor. Voilà.